Bonjour tout le monde. Je vais patienter encore quelques instants en attendant que les autres invités arrivent. Alors, Isabelle et Ania m'ont confirmé que tout fonctionnait bien. Dominique m'a confirmé aussi. Alors, si tout le monde est prêt, on va commencer. Je vais commencer par me présenter. En passant, c'est ma première conférence en ligne. Habituellement, j'ai une réponse des gens en avant de moi, mais là, aujourd'hui, j'ai personne. Donc, je vais vous demander d'être réconciliant. C'est ma première. Et aussi, je vais vous demander de participer. Là, je vais vous poser différentes questions à différents moments. Donc, je vous invite à répondre à ce moment-là par le chat. Alors, je suis avocate depuis 2013. Je pratique principalement en droit civil, commercial, familial. Évidemment, je fais quelques successions aussi. Je travaille aussi à temps partiel pour les ordres professionnels. Je suis greffière. Donc, je touche au droit disciplinaire de façon assez régulière. Et depuis un certain temps, je fais l'inscription de testament et de mandat d'inaptitude au niveau du registraire du barreau. Alors, j'espère que vous profiterez pleinement de la formation. Si jamais il y a quoi que ce soit, il y a un problème, simplement me l'indiquer via le chat. Donc, pour continuer, je vous invite à poser vos questions via le chat et ça va me faire plaisir d'y répondre. Évidemment, je ne suis pas Dieu, donc je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Alors, si jamais je suis incapable de vous répondre aujourd'hui, à ce moment-là, je m'engage à vous répondre dans la semaine là, via courriel. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer par une question. Je vais vous demander qui, d'après vous, peut succéder à une personne qui est décédée. Donc, dans le chat, écrivez-moi qui, selon vous, peut succéder. Quelle sorte de personne? Ah, les membres de la famille, oui, exact. En fait, les personnes physiques peuvent succéder, y compris la personne qui est absente, présumée vivant. Il y a l'enfant aussi qui n'est pas encore né, qui est encore dans le ventre de sa mère, à la condition qu'il naisse vivant et viable. La personne qui est indigne, on va en parler un petit peu plus tard, et la personne morale ou même le gouvernement, dans certaines conditions, vont pouvoir hériter de succession. Maintenant, est-ce que vous savez ce qu'est un héritier? Donc, un héritier, c'est la personne qui a accepté la succession et qui reçoit légalement ou par testament un héritage. Toute personne a un délai de 10 ans pour faire reconnaître sa qualité d'héritier. Maintenant, pourriez-vous me dire qui peut rendre une personne indigne de succéder? Donc, au niveau de la personne indigne de succéder, c'est celui qui est déchu de l'autorité parentale avec dispense de l'obligation alimentaire pour l'enfant concerné. Autrement dit, le parent qui n'a plus de pension alimentaire à payer pour l'enfant parce qu'il est déchu, il n'a plus le droit il n'a plus aucun droit sur son enfant, lui ne pourra pas hériter de son fils dans le cas où il mourrait. Il y a aussi la personne qui a exercé des sévices sur le défunt ou qui a eu un comportement hautement répréhensible, comme tenter de le tuer, par exemple. Il y a aussi la personne qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt, celui qui a gêné aussi le testateur dans sa rédaction du testament, dans sa modification ou la révocation du testament. Ça va jusqu'à maintenant? Comment ça se passe une succession? Ça se passe en 3 étapes. La première étape va avoir lieu seulement si le défunt est marié ou uni civilement. En fait, c'est le partage du patrimoine familial. Le partage du patrimoine familial est une condition sine qua non pour évaluer la succession. C'est un petit peu comme un divorce. Les deux personnes qui sont mariées ont un patrimoine commun. Et pour savoir la personne décédée, son patrimoine juste à elle, il faut vraiment séparer les deux patrimoines pour savoir combien la personne décédée elle a à elle. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, ensuite, c'est le paiement des dettes parce que la loi prévoit que les dettes du défunt doivent être payées avant que les biens soient distribués aux héritiers. Ça veut dire que si votre succession est déficitaire, autrement dit, il y a plus de dettes que d'actifs, à ce moment-là, il se pourrait que les héritiers se ramassent avec seulement des biens de peu de valeur ou de valeur sentimentale comme les photos, les vêtements ou les diplômes. Le reste devrait être vendu pour payer les dettes de la personne qui est décédée. Passons maintenant à la succession sans testament. Qui parmi vous ont des conjoints de fait? Qui ne sont pas mariés, mais qui ont un chum. OK? Yves? C'est bien. Yves, il y a un conjoint de fait. Les autres, tout le monde est marié. Donc, au niveau des conjoints de fait, la situation des conjoints de fait est particulière, en fait, en droit québécois. Peu importe le nombre d'années que vous allez cohabiter avec la personne, peu importe si vous êtes fiancé ou même si vous avez des enfants avec cette personne-là, ça ne change rien. Au niveau légal, le conjoint ne sera jamais un héritier. La seule façon de faire hériter un conjoint de fait, en fait, c'est de lui léguer des biens par le testament. Si on ne fait pas ça, à ce moment-là, le conjoint de fait est considéré comme un tiers et il ne pourra pas rien avoir. Je vous donne un exemple qui pourrait mal tourner.
Par exemple, moi, j'ai un conjoint, puis mon conjoint a 4 enfants d'une union précédente. Je deviens propriétaire d'un chalet avec mon ex-conjoint. Mon ex-conjoint décède. Bon, mon ex-conjoint, je m'excuse. Mon conjoint décède. À ce moment-là, à son décès, comme il n'a pas fait de testament, c'est la succession légale qui va s'appliquer. En appliquant la succession légale, moi, je suis conjointe de fait, donc je n'aurai pas le droit à sa moitié de chalet. Ce qui va faire que moi, je vais devenir copropriétaire du chalet avec les 4 enfants de son union précédente, ce qui n'est pas une situation idéale qui pourrait déboucher sur un litige. Donc, idéalement, quand on est conjoint de fait, il faut faire un testament. Ça va jusque-là? Au niveau des conjoints mariés unis civilement, OK, Dominique est mariée, Mme Vasquez est mariée. Parfait, super. Donc, tout va bien. La situation des conjoints mariés ou unis civilement n'est pas simple non plus dans une succession légale. En effet, une fois les dettes de la succession payées, ce qui va rester à partager va être divisé en 2 branches. La première branche, c'est le conjoint survivant qui est marié ou uni civilement. Et la deuxième branche, ça va être la parenté qui est fondée sur les liens du sang ou de l'adoption. Je vous donne des exemples. Si vous laissez dans le deuil un conjoint avec des enfants, le conjoint va recevoir 1/3 seulement de la succession et les enfants 2/3. En l'absence de conjoint, tous les biens vont aller aux enfants. Au contraire, si vous aviez juste un conjoint mais pas d'enfants, pour que votre conjoint puisse hériter de tout, il va falloir que ce conjoint-là il va falloir que la famille, au niveau du sang, il ne reste pas de parents, il ne reste pas de frères ni de sœurs, il ne reste pas de neveux ni de nièces non plus. Sinon, à ce moment-là, s'il y a des neveux, nièces, frères, sœurs ou les parents sont encore en vie, ils vont hériter d'1/3 et le conjoint seulement de 2/3. Donc ici, on comprend l'importance de faire un testament. Au niveau des enfants, ils sont plus protégés. Ils ont toujours priorité sur le reste de toute la famille. Donc, si leurs parents décédés, il n'y a pas de conjoint, ou s'il y a un conjoint de fait, c'est les enfants à ce moment-là qui vont hériter de tout. OK. Au niveau des testaments, là, je l'ai montré trop vite, là, mais qui peut me nommer des sortes de testaments qui existent? Exact. Testament notarié. Merci, Ania. Sous-seing privé. Exact. Et holographe. Il en manque un. En fait, celui qui manque, c'est le testament devant 2 témoins. Le sous-seing privé, c'est un autre nom qu'on donne au testament holographe qui est écrit à la main par le testateur lui-même. On va voir ça dans les prochaines secondes. Au niveau général, le testament, c'est un acte personnel. Ça signifie qu'il ne peut pas être fait conjointement à 2 personnes ou plus. La seule exception à cette norme, c'est la clause testamentaire qui est dans un contrat de mariage. On va en parler plus tard. Le deuxième point au niveau du testament, c'est qu'il est révocable. Ça veut dire qu'on peut le modifier ou le refaire en tout temps. Il n'y a personne qui peut nous empêcher de modifier notre testament ou l'annuler. Il faut faire attention, par exemple, parce que trop de modifications dans un même testament pourrait le rendre invalide. À ce moment-là, si vous voulez faire des modifications dans votre testament, bien que vous en avez beaucoup à faire, de penser à le refaire au complet, le testament, c'est idéal dans ce moment-là pour s'éviter des problèmes au niveau de la vérification. Un dernier conseil au niveau des testaments, c'est la date. C'est une chose qui est hyper importante à ne pas oublier parce que ce qui est considéré lorsqu'il est vérifié le testament, c'est le dernier en date. Le plus récent doit prévaloir. Donc, s'il n'y a pas de date et qu'il y a 3 ou 4 testaments et qu'on n'est pas capable d'établir le dernier testament, à ce moment-là, les testaments pourraient tous être annulés et la succession légale est appliquée. Donc, faites très attention à ça. Une date, ce n'est pas écrit dans la loi, ce n'est pas écrit nulle part, mais je vous le dis, une date, c'est vraiment essentiel à un testament. Pouvez-vous me dire qui peut rédiger un testament? En fait, le testateur doit avoir la capacité pour tester. Autrement dit, une personne inapte, sauf dans certaines conditions qu'on va voir dans les prochaines secondes, ne pourra pas tester. La personne qui est mineure, donc qui n'a pas 18 ans, elle aussi peut tester, mais à certaines conditions. Par exemple, elle peut tester seulement pour des biens de peu de valeur. Le majeur sous tutelle, s'il n'est pas trop atteint au niveau mental, lui aussi va pouvoir tester à certaines conditions. Enfin, le majeur qui est sous curatelle, qui est complètement incapable, en fait, ne peut pas tester. Fait que lui, il est trop tard, il ne peut plus faire de testament. On va voir maintenant les sortes de testaments, les avantages et les inconvénients. Oui, exact. Madame Vasquez, un notaire, un avocate ou nous-mêmes, vous pouvez faire les testaments vous autres-mêmes aussi. Donc, on va voir les formes de testament, puis je vais expliquer en même temps là, justement qui peut rédiger les testaments. Donc, le testament notarié, évidemment, est rédigé par un notaire. C'est la forme la plus sûre de testament. C'est un acte authentique. Donc, en principe, il n'a pas besoin d'être vérifié par le tribunal, sauf si les conditions, les formalités n'ont pas été accomplies, comme la capacité du testateur a dû être vérifiée par le notaire, la date doit être écrite,
Le testament doit avoir été lu aussi avant la signature et le document doit aussi avoir été signé. Lors de la rédaction du testament, le testateur bénéficie aussi des conseils de notaire, ce qui est très important parce que le notaire a une obligation légale de vous informer sur les incidences légales et fiscales des legs. Il doit s'assurer aussi que vous n'avez rien oublié. Comme le notaire garde une copie du testament dans 6 minutes, il est impossible de perdre sur votre testament ou de se le faire voler. Et on est assuré aussi lors de notre décès que notre testament va être retrouvé puisque la Chambre des notaires est une condition essentielle lorsqu'on décède. Là, on est obligé de faire une recherche testamentaire au niveau de la Chambre des notaires et du barreau. C'est les deux premières choses à faire, en fait, quand une personne décède. Son défaut, évidemment, c'est le coût. C'est la forme de testament qui est la plus onéreuse à cause des honoraires du notaire. On m'a déjà dit que ça tournait autour de 600 $, mais ça dépend toujours du notaire. Certains notaires chargent plus cher, comme les avocats, et puis certains notaires chargent moins cher aussi, là. C'est aussi la forme de testament qui est la plus compliquée à réaliser puisque plusieurs déplacements chez le notaire sont parfois obligatoires pour finaliser le testament. On se rend là-bas une première fois, on discute du testament, on dit c'est qu'est-ce qu'on veut. Et par la suite, il faut retourner au minimum une deuxième fois pour signer le testament. Donc, c'est un petit peu compliqué, plus compliqué en fait que les deux autres sortes de testaments québécois. Est-ce qu'il y a des questions sur le testament notarié? Moi, j'en ai une pour vous. Est-ce que selon vous, on peut modifier un testament notarié? Exact. Oui, on peut le modifier. Et selon vous, la modification, est-ce qu'elle doit absolument être notariée ou si on peut la faire par écrit sur un coin de table? Dominique Atriche. Dominique était là hier quand j'ai fait ma pratique au niveau de ma formation. Donc, oui, effectivement, je l'ai dit hier. En fait, la modification ne doit pas être notariée. Toute modification de testament, on la fait comme on veut. Ce qui est important au bout de la ligne, c'est vraiment qu'elle soit retrouvée à notre décès. Donc, si vous avez un testament notarié, vous décidez de faire un codicile, qui est la modification du testament, là, je vous en ai parlé tantôt. Donc, vous faites un codicile, vous le rédigez à la main, donc un codicile holographe, et puis vous le signez. Si vous le rangez à un endroit où, lors de votre décès, on va le trouver, à ce moment-là, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre votre testament, qui est notarié, et vont prendre le codicile. Et le codicile va avoir priorité sur le premier testament que vous avez fait. Donc, ils vont se servir des deux pour établir vos dernières volontés. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau, j'ai des petits thumbs up, c'était parfait. Donc, on passe au deuxième testament, c'est le testament devant témoin. Le testament devant témoin, il est plus simple à réaliser. Il est évidemment moins onéreux qu'un testament notarié et on peut faire appel au conseil d'un avocat pour le faire. Ici, j'ai un petit bémol. Je suis avocate, mais je ne travaille pas pour moi en vous disant ça, je travaille vraiment pour vous. Les frais d'un avocat versus d'un notaire pour faire votre testament à vous vont être sensiblement les mêmes. Donc, il n'y a pas une grosse différence de prix. Et je vous dirais qu'au niveau de la spécialisation, le notaire, au niveau des testaments, est meilleur de beaucoup qu'un avocat. Et la raison est simple, c'est que le notaire va le faire pratiquement à temps plein, tandis qu'un avocat va le faire de temps en temps. Oui, on a la même obligation que le notaire de faire des vérifications et de s'assurer que vous n'oubliez rien, mais c'est sûr que si vous avez le choix de faire les deux, moi, personnellement, je prioriserais un notaire. Donc, si on retourne au testament devant témoin, cette sorte de testament-là n'a pas à être rédigé par le testateur lui-même. Donc, il peut être fait par un avocat, entre autres, on vient d'en parler. Il peut aussi être fait par ordinateur ou par une dactylo. Dans l'ancien temps, on faisait ça à la dactylo. La signature de ce testament est importante parce qu'elle doit être faite devant les deux témoins. Donc, en la présence des témoins, le testateur n'a pas besoin de lire son testament. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclarer que c'est son testament, puis il va le signer devant les deux témoins ou il va reconnaître sa signature s'il l'a déjà signé. Les témoins doivent ensuite signer le testament devant le testateur. S'il est rédigé par un tiers ou à l'aide, par exemple, d'un ordinateur, chaque page du testament doit être paraphée ou signée par le testateur et les deux témoins. Alors, faites attention, si jamais vous le faites à l'ordinateur, le testament devant deux témoins, il faut que vous mettiez vos initiales ou votre signature et les deux témoins aussi à chaque page du testament. Il est important aussi de savoir que les témoins n'ont pas le droit de recevoir des legs dans un testament. Et cette forme de testament doit aussi être vérifiée par un tribunal. On parle de frais, en fait, là, qui environnent les 1 000 $. Mais ça se passe une fois que vous êtes décédé. Je vous conseille aussi de ne pas mettre un membre de la famille. Encore une fois, ce n'est pas écrit dans la loi, mais c'est un conseil qu'on fait aux gens parce que lorsque vient le temps de vérifier le testament, si c'est des membres de la famille, il peut y avoir une apparence de conflit d'intérêt et les juges n'aiment pas ça.
Donc, idéalement, vous prenez des collègues de travail, des amis, des voisins, des connaissances, mais ne mettez pas des membres de votre famille, ça va éviter des litiges et des chicanes. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions sur le testament devant deux témoins? OK, j'ai une question ici de Hey, si le témoin décède avant nous, est-ce que ça prend un nouveau témoin? En fait, non. Par contre, ça peut causer problème au niveau de la vérification du testament. Si le testament est contesté et qu'on a besoin des deux testaments à la cour pour vérifier le testament, ça peut devenir un problème. Donc, c'est sûr que si un de vos témoins décède, c'est pas si grave, il en reste au moins un. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait ça devant deux témoins et non seulement un. Mais c'est sûr que si vous voulez vraiment vous assurer qu'il n'y aura pas de problème, si jamais vos témoins décèdent, à ce moment-là, bien, simplement en refaire un. Ou si le testament n'a pas changé, faire signer par deux nouveaux témoins, c'est aussi une possibilité. Le testament devant deux témoins, vous l'avez chez vous ou c'est l'avocat qui le garde pour vous, qui l'a entre les mains. Donc, c'est facile à ce moment-là de dire, bien, je prends mon testament et je le fais signer de nouveau par deux témoins pour s'assurer que ça va bien aller là, à la cour au niveau de la vérification. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. La dernière forme de testament, c'est le testament holographe. Donc, c'est la forme évidemment la plus simple et la moins chère. Il doit être rédigé par la personne qui fait son testament par elle-même. Il doit être fait à la main pour qu'on soit capable de reconnaître sa signature. Je l'ai dit tout à l'heure, il doit être daté, c'est important, et il doit être signé par la personne. Encore une fois, pour la vérification après la mort. C'est la forme la moins sûre de testament parce que si le testament, vous le mettez, par exemple, vous glissez en dessous de votre matelas de lit parce que vous le cachez et vous ne voulez pas que personne le sache qu'il est là pour pas qu'il soit détruit ou peu importe, mais ça se pourrait qu'à votre décès, il ne soit pas retrouvé ou qu'il soit volé. Donc, une chose importante avec les testaments, que ce soit le graphe, mais plus particulièrement lui ou les autres testaments, ce qui est important, c'est de le dire aux gens, à vos proches, à votre famille, que vous avez un testament et les personnes en qui vous avez confiance, vous leur dites l'endroit où est caché le testament, caché ou rangé, peu importe le testament. C'est important pour s'assurer qu'il soit retrouvé en fait au moment de votre décès. Un autre désavantage du testament holographe, c'est qu'il risque de comporter des ambiguïtés ou des éléments qui sont oubliés dans le testament parce que vous ne bénéficiez pas d'un conseil, soit d'un notaire ou d'un avocat. Donc, ça aussi, c'est un défaut de testament. Là, il peut y avoir des problèmes au niveau du testament quand il est exécuté si vous avez oublié des choses. Ça va jusque-là? J'ai des questions? Oui, effectivement, j'ai Dominique qui me demande si le testament doit être re-signé à chaque modification. Effectivement, si vous faites des modifications sur un testament, ce que vous faites, c'est vous paraphez. Donc, vous écrivez vos initiales près de chaque modification avec la date. Et puis en bas, bien, vous signez le testament avec la nouvelle date là, que vous l'avez signé le testament. Fait que si, comme je disais tout à l'heure en début de formation, si jamais vous avez 2 ou 3 petites modifications, des petites ratures à faire, vous pouvez le faire. Mais si vous annulez la moitié du testament, à ce moment-là, cassez-vous pas la tête, refaites un nouveau testament et puis signez-le en bas en n'oubliant pas la date. Si c'est devant témoin, faites-le signer avec 2 témoins, vous allez être mieux protégé. J'ai une question. Un testament fait dans un autre pays, est-il valide ici? Écoutez, ça, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Je n'ai pas la réponse, sincèrement. Ce que je vais faire, c'est là, je vais faire les recherches et je vous réponds dans la semaine. En fait, la seule exception faite au fait qu'un testament est un acte personnel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la clause testamentaire. On m'a dit tantôt qu'il y avait des gens mariés. Les gens qui sont mariés parmi les invités qui ont fait un contrat de mariage et qui ont une clause au dernier vivant des biens. Dominique n'est pas sûr. Yves, il fait signe que non. Donc, en fait, la clause au dernier vivant des biens, c'est une clause de contrat de mariage et elle a une valeur, en fait, testamentaire. Ce qu'il faut savoir, ce qui est vraiment important de savoir sur cette clause-là, c'est qu'elle a priorité sur un testament. Autrement dit, vous pouvez essayer de déshériter votre femme dans 10 testaments différents. C'est toujours la clause qui va avoir priorité sur le testament. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que la clause, elle ne peut pas être modifiée sans modifier le régime matrimonial du mariage. Et ça doit se faire du consentement des 2 époux.
Alors, avant d'insérer une telle clause, là, je sais que pour certains, c'est trop tard parce que probablement qu'ils sont déjà mariés et la clause est déjà dans le contrat de mariage. Mais avant d'insérer une telle clause dans un contrat, il est vraiment essentiel de s'assurer que cette clause répond vraiment à vos besoins. Et ça, je m'excuse, mais c'est la job du notaire de vous aviser. Sinon, si ça ne répond vraiment pas à vos besoins, bien, c'est plus sage de faire un testament. Donc, vous pouvez faire quand même votre contrat de mariage, mais sans la clause au dernier vivant des biens. Et on fait par la suite un testament pour attribuer les biens plus spécifiquement. Okay. Au niveau des préarrangements funéraires maintenant, qui d'entre vous a déjà fait ses préarrangements funéraires? OK, Yves dit non. Ania dit non plus en riant. En fait, beaucoup de gens se disent trop jeunes. Je suis la première qui disait ça avant. Mais la clause... Attendez un petit peu, ce ne sera pas très long. Je pense que je viens de passer une partie de mon... Je viens de passer une partie de la formation, on y reviendra tantôt. Donc, en fait, est-ce qu'il y en a qui savaient qu'on peut faire ces contrats-là avant qu'on meure? Les contrats de préarrangement funéraire, là. Ah, c'est bon, il y a le monde le savent. OK, c'est excellent. Donc, en fait, acheter à l'avance les arrangements funéraires, ça évite à nos proches, lorsqu'on décède, d'avoir à le faire à notre décès. On le sait, quand on a quelqu'un qui meurt et qu'on l'aime beaucoup, on a beaucoup de peine, c'est des choses qui sont difficiles à faire. Donc, quand on veut leur éviter le trouble, finalement, de faire ces contrats-là, on peut le faire avant de décéder. Les préarrangements funéraires comportent en fait 2 contrats différents. C'est le contrat de service funéraire et le contrat de sépulture. Le contrat funéraire, en fait, comprend notamment le cercueil, l'urne, la crémation, l'embaumement et ou la cérémonie religieuse. Donc, tout ce qui concerne le décédé, finalement. Le contrat de sépulture, quant à lui, c'est l'achat et l'entretien de la sépulture. Autrement dit, ça se concentre sur l'endroit qui est destiné à recevoir le corps ou les cendres de la personne. Ce qui est important de savoir avec ces contrats-là, c'est qu'il y a une interdiction assez sévère de sollicitation au niveau des vendeurs. Pour pouvoir négocier ou conclure des contrats de préarrangement funéraire, un vendeur doit obligatoirement détenir un permis de directeur de funérailles. Pour vérifier si, justement, il y a son permis, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le répertoire des directeurs de funérailles et tous les gens qui ont un permis sont listés à cet endroit-là. La loi interdit la sollicitation pour ces contrats-là par téléphone ou dans les établissements de santé, sauf si nous, on en fait la demande. En plus, aucune sollicitation ne peut être faite auprès des personnes qui ont récemment perdu un proche, des gens qui sont malades ou des gens qui ont séjourné à l'hôpital ou dans une résidence de personnes âgées ou tout autre établissement de santé. Ça a été légiféré à cause que ces gens-là sont des personnes vulnérables et que les vendeurs, en fait, auraient pu essayer de profiter de la situation. Fait que pour éviter ça, les interdictions de sollicitation ont été mises en place. Dominique me demande de parler du 2 000 $ pour la désinfection du COVID. Effectivement, je vais en parler tout à l'heure. Merci, Dominique. Je vais commencer par la rencontre. En fait, quand on veut rencontrer un représentant au sujet des préarrangements funéraires, vous devez en faire la demande. Avant de se présenter chez vous, le représentant va devoir obtenir votre autorisation au moins 24 heures à l'avance. Autrement dit, il faut qu'il prenne rendez-vous, puis le rendez-vous, il faut qu'il soit 24 heures après. Lorsqu'il arrive chez vous, il doit vous présenter son permis si vous le lui demandez. Quant à la rencontre elle-même, elle peut être faite soit après 9 h le matin ou avant 10 h le soir. Donc, elle ne peut pas être faite, par exemple, à 8 h le matin, c'est trop tôt. Elle doit durer un maximum de 2 heures et il est interdit, ça c'est très important, aux représentants d'intimider, de montrer insistant ou de harceler la personne à qui il veut faire une vente. Autrement dit, là, la vente sous pression, oubliez ça, il n'a pas le droit de faire ça. Enfin, le vendeur doit quitter votre domicile à la seconde où vous le lui demandez. Donc, s'il essaye de faire sa vente à pression, vous le mettez dehors et c'est fini. Si à la fin de la rencontre, vous refusez de contracter, à ce moment-là, le représentant, il va avoir une interdiction de vous contacter pour un an après la suite du refus. Si vous décidez de contracter, au contraire, que vous voulez faire affaire avec le vendeur, à ce moment-là, lui, ce qu'il va faire, c'est que l'argent que vous allez lui donner, il va en déposer 90 % des sommes dans un compte en fidéicommis et ces sommes sont protégées pour vous en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise. Donc, c'est une protection pour vous. Ça va? On arrive au contrat. Le contrat de service funéraire, entre le moment où vous contractez et le moment où vous décédez, il peut se passer vraiment énormément de temps.
Donc, il faut faire attention, il faut bien choisir les contrats qu'on va signer parce que, par exemple, pour le contrat funéraire, je m'excuse, je recommence, le contrat de service funéraire, si vous voulez le modifier ou l'annuler, vous allez pouvoir le faire, mais le problème, c'est qu'il va y avoir des frais de pénalité pouvant aller jusqu'à 10 %. Donc, il faut bien y penser quand on signe un contrat de ce genre-là. Puis, au niveau du contrat de sépulture, c'est encore pire. Lui, il ne peut pas être annulé si vous faites le contrat chez le vendeur. Si jamais c'est un vendeur itinérant qui va chez vous à la maison, vous avez un délai de 30 jours pour le changer. Donc, c'est un contrat qui est très, très difficile à annuler. Il faut faire très attention quand on signe ce genre de contrat-là. Dominique, ce qu'elle me disait hier, c'est que certains salons funéraires vont augmenter leur prix de 2 000 $ le contrat. Ils vont modifier le contrat d'un montant de 2 000 $ pour la désinfection des corps. Ce qu'elle me demandait si c'était légal et moi, j'ai répondu que sous toute réserve, non, c'est pas légal parce qu'au Québec, au niveau de la modification des contrats, il faut que ce soit prévu par la loi. Et si ce n'est pas prévu par la loi, le 2 000 $, ils n'ont pas le droit de le charger. Donc, ce que vous devez faire, c'est soit vous chargez, puis ça, c'est important de le savoir, là, vous devez soit payer sous protêt, quand vous payez, si, mettons, vous voulez payer pour poursuivre après, pour récupérer votre 2 000 parce qu'ils vont vous obliger à le payer, là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous payez sous protêt. Quand vous envoyez votre chèque, vous écrivez sur le chèque sous protêt, ce qui va vous permettre de contester le 2 000 $ qu'ils vous ont chargé de plus devant la cour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est simplement de payer le montant que vous considérez dû et pas payer la balance. À ce moment-là, bien, c'est pas compliqué. Ce qu'ils vont faire, c'est que c'est eux autres qui vont vous poursuivre pour le 2 000 qui n'aura pas été payé. Fait que d'une manière ou d'une autre, c'est à moins que vous négociez et que vous vous entendiez, là, d'une manière ou d'une autre, ça va se ramasser devant la cour, puis c'est soit vous, soit eux autres qui vont faire la demande. Dodo me dit, s'il n'y a pas de contrat, ils ont le droit de l'exiger. Dès qu'il y a un corps qui se ramasse, je dirais, dans un salon funéraire, puis que le salon funéraire s'occupe de la personne, il y a un contrat. Les gens ne rendront pas de service sans contrat. Le contrat n'est peut-être pas écrit, mais le contrat va être verbal et il est tout aussi bon. Par contre, si vous l'envoyez, mettons demain matin, mon conjoint meurt, puis moi, je n'ai pas de contrat de préarrangement de fait, à ce moment-là, oui, effectivement, le 2 000 $, ils vont le charger puis ils vont le mettre dans le contrat. À ce moment-là, c'est moi à dire, ben là, je ne peux pas faire avec vous, je vais le mettre ailleurs ou ce genre de choses-là. Sinon, vous allez être obligé de le payer effectivement parce qu'il n'y a pas de contrat. Le 2 000 $ qui est illégal, c'est vraiment pour les contrats qui ont été faits, par exemple, avant le COVID. Puis là, maintenant, ils veulent le charger, le 2 000 $. Si les contrats ont été faits avant, le COVID est considéré comme une force majeure. Puis à ce moment-là, le 2 000, ils n'ont pas le droit de le mettre. Mais si jamais vous n'avez pas de contrat de préarrangement funéraire puis que votre personne, vous avez quelqu'un qui décède à ce moment-là, mais là, à ce moment-là, oui, ils ont le droit de charger le 2 000. Vous pouvez toujours essayer de refuser, mais ils vont vous dire d'aller ailleurs. Fait que c'est ça au niveau du 2 000. Est-ce que je réponds à ta question, Dominique? C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? C'est bon. En tout cas, je n'ai pas de réponse, donc il ne doit pas y avoir d'autres questions. En fait, le petit bout que j'ai oublié de formation, si vous voulez, c'était simplement au niveau du choix de testament. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que en tant qu'avocate, évidemment, moi, je vous recommanderais le testament notarié. Je vous ai expliqué pourquoi un peu plus tôt. Par contre, si vous ne voulez pas investir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop cher, puis c'est quand même 600 $ et plus, là. Donc, ceux qui ne veulent pas investir, une autre solution qui est une solution qui est très, très intéressante, c'est de faire votre testament vous-même, soit par 2 témoins ou soit holographe. Puis, une fois que vous l'avez fait, votre testament, vous le confiez à un avocat, comme moi. Et puis, ce testament-là va à ce moment-là être inscrit au barreau du Québec, ce qui fait que vous vous assurez que le testament va être retrouvé à votre décès. En d'autres mots, mettons que demain matin, mon chum décide de faire son testament. Bien là, il écrit son testament et il me le donne. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie une confirmation au barreau que c'est moi qui s'occupe de son testament. Je le garde ici dans ma voûte. Et puis, à son décès, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche de testament, puis on va découvrir, bien, pas moi, mais bon, si c'est un tiers, la personne va découvrir qu'il y a un testament au niveau du barreau. Ils vont trouver l'avocat qui a fait le testament et à ce moment-là, le testament va être retrouvé de façon très, très facile. Donc, aujourd'hui, suite à ma formation, je vous offre ce service-là à 80 $, toute taxe incluse. C'est un prix réduit étant donné que vous avez accepté de participer à ma formation puis de cette façon-là m'aider à me former. Et par contre, je dois vous aviser que pour 80 $ taxe incluse, je ne vous donne aucun conseil juridique. Tout ce que je fais, c'est prendre votre document, le déposer dans ma voûte et vous inscrire au barreau du Québec. Par contre, c'est ça. Le gros avantage, c'est que vous allez avoir une tranquillité d'esprit puis vous allez vous assurer que votre testament, votre décès va être retrouvé ou retracé.
Donc, si vous êtes intéressé, simplement me contacter par courriel à la fin de la formation. Ça va? J'ai une question. Au cas où il existe un testament notarié et à la mort de l'individu, on constate qu'il a fait un autre testament non officiel, écrit sur un bout de papier, par exemple. Lequel prévaudra? C'est le dernier, Ania. Je l'ai expliqué tantôt, c'est toujours le dernier en date. Si vous avez fait un testament, par exemple, en 2005, puis vous refaites en 2020 ou en 2015 un autre testament, parce que je ne sais pas, moi, celui à qui vous léguiez de votre père de patin à Rouanier, il est mort. Là, vous faites un nouveau testament. Des niaiseries, là, mais bon, vous faites un Nouveau Testament, c'est vraiment le dernier en date qui va primer. Donc, que ce soit que le premier soit fait holographe devant 2 témoins, tout ça, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vraiment le dernier en date parce que c'est les dernières volontés du défunt qu'on veut avoir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai donné comme formation aujourd'hui? Parce qu'on est déjà rendu à la fin. On voit qu'il est très intéressé. Il joue. Oui, c'est ça. Hein? Donc, il semblerait que je n'ai pas de questions. Écoutez, dans cette formation, je vous rappelle qu'on a vu les bases en fait de la succession. Qui peut succéder? C'est quoi un indigne? Ce qu'on fait en premier aussi là, dans les étapes de la succession. Ce qui arrive aussi aux conjoints de fait, aux enfants, dans la succession sans testament et la succession avec testament. On a vu aussi la succession légale que ce n'est pas la meilleure option, loin de là. Et puis, je vous demande en terminant de réfléchir à ce que vous voulez exactement. Qu'est-ce que vous voulez pour vos proches? Qu'est-ce que vous voulez pour votre conjoint? Moi, ce que j'ai à vous dire en terminant, c'est que n'attendez plus et rédigez votre testament. Et si jamais vous voulez la tranquillité d'esprit, contactez-moi. Je vais vous donner vos coordonnées les prochaines secondes. Vous avez juste à me contacter à une de ces adresses. Comme ça, je vais pouvoir vous donner le prix rabais là, de 80 $ plus taxe incluse, pardon, pour inscrire votre testament au barreau. Donc, si vous avez mis cette formation, même si c'est ma première et que j'étais très, très mal à l'aise, je ne sais pas si ça a apparu, n'hésitez pas en fait à me laisser un commentaire positif sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à aller visiter mon site web qui est justedroit.ca. C'est la dernière ligne en fait là, dans mes conclusions. Vous pourrez vous inscrire à ce moment-là à mon infolettre. Vous pourrez alors être informé des prochaines formations à venir parce que d'autres formations gratuites en ligne sont à venir. Et puis, vous pourrez aussi, là, de temps en temps, dans mon infolettre, j'envoie des conseils juridiques là, de façon générale, évidemment. Donc, vous pourrez vous informer, là, vous tenir informé au niveau du droit. Donc, merci Ania pour les commentaires. Si jamais, comme je vous ai dit, là, vous avez des questions, gênez-vous pas, vous me les écrivez soit par courriel, vous pouvez m'appeler ou dans les chats. Là, je vais laisser le chat ouvert encore quelques secondes. Sinon, ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, une belle fin de semaine, mais malgré le temps là, qui annonce. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de journée.